Nous allons prendre connaissance d'un autre dispositif qui est celui de l'alternance et nous aurons la chance d'écouter M. Bouamra, directeur régional de la Haute-Saône, BNP Paribas, ainsi que l'alternant Lilian. Donc à la suite de mes stages, je me suis vu proposer différents contrats d'auxiliaire de vacances pour faire des remplacements de collaborateurs lors des vacances scolaires. Comme je trouvais assez bien ma place en banque, j'ai échangé avec Steve Bouamra pour mon projet professionnel futur. Et à la suite de ces échanges, il m'a proposé un contrat d'alternance pour effectuer une licence professionnelle banque assurance. Donc, licence que j'effectue à l'heure actuelle avec l'Université de Franche-Comté à Besançon en corrélation avec l'École supérieure de la banque de Dijon. Bah, en fait, je ne le connaissais pas du tout. C'est un événement que propose le lycée où j'étais tous les ans, où là, il y a plein d'entreprises et donc où BNP Paribas participe chaque année. Cette expérience, elle m'a apporté donc mon premier entretien d'embauche. J'ai pu voir ce que ça donnait bon, en temps restreint, mais ça donne un meilleur sentiment de confiance puisque là, on est entouré de toutes les personnes qu'on connaît déjà avec nos profs, etc. Donc, ça fait un entraînement, mais c'est quand même réel puisqu'on peut décrocher nos stages et ça peut déboucher à quelque chose ensuite. Bah, au début, je ne savais pas du tout où aller. Donc, j'ai fait le BTS parce qu'on m'a dit qu'on me voyait bien dans le métier de commercial. Après, la banque, ce n'était pas mon souhait premier. Enfin, ça a été l'entretien qui a fait beaucoup de choses, quoi, que je me suis senti en confiance, l'équipe m'a mis en confiance et après, quand j'ai découvert durant mon stage, je me suis dit, c'est peut-être là que je me sens bien. Donc, c'est grâce à une manifestation organisée dans mon ancien lycée qui s'effectue tous les ans. Donc, ça s'appelle la Speed Training. Donc, c'est là où il y a une quarantaine de professionnels qui viennent à notre rencontre pour nous faire des mini-entretiens d'embauche qui peuvent déboucher. Dans un premier temps, c'est considéré comme un entraînement et ça peut déboucher sur une prise en stage. Bah, au niveau de mon tuteur, il y a aucun souci avec lui. Donc, c'est la directrice de l'agence de Gré. Donc, elle m'accompagne au mieux dans mes démarches et dans ma scolarité pour effectuer mon mémoire de fin d'année. Et elle aussi, elle effectue diverses formations en ligne en interne pour m'accompagner au mieux. Du coup, donc chez BNP Paribas, donc l'idéal, c'est aussi d'accompagner les jeunes dans l'alternance et c'est également ressourcer nos collaborateurs de demain en les formant dès leur entrée, dans leur premier pas, pardon, dans la banque. Donc l'alternance est un vrai levier pour nous. Le dispositif a été mis en place au travers de notre entreprise. On a un programme d'accompagnement qui est assez bien fait, avec un programme de formation, des e-learning, mais également des formations en présentiel. Alors la crise sanitaire oblige, on ne peut pas forcément être en permanence présent, mais l'alternant a un tuteur qui est en proximité avec lui en agence. Sinon, les accompagnements se font en distanciel, voire en visio, ou sinon au travers tout un programme d'e-learning. Alors, comment on le recrute? Nous, on organise dernièrement des speed dating dans les lycées. On a eu un speed dating dans un lycée sur Vesoul et on présente les métiers de la banque. Mais c'est pas que. On accompagne aussi ces jeunes dans l'accompagnement, la rédaction de ces CV, de ces lettres de motivation et également de comment réussir un entretien d'embauche. Alors, ça a une double casquette. Pour nous, c'est du sourcing. Mais l'autre partie, c'est également accompagner ces jeunes sur des CV, sur une lettre de motivation, sur une posture, vous savez, sur le non-verbal, comment réussir un bon entretien d'embauche. Et derrière, ça nous permet également de détecter des collaborateurs, des futurs collaborateurs, pardon, qui sont motivés. Et in fine, on arrive à concrétiser un contrat d'alternance si l'entretien est concluant et si le collaborateur, l'alternant, pardon, est motivé. Merci aux jeunes. Il y a M. Bouamra qui est un homme de cœur et qui est très impliqué sur cette question de l'inclusion par l'emploi et la formation qualifiante des jeunes dans le territoire de Haute-Saône. Et nous aurons l'occasion de vous entendre lors du camping-car de l'emploi également. L'une des conditions, M. Marmot, de la réussite, en tout cas de l'alternance, c'est la formation du tuteur. Et j'ai envie de vous entendre sur cette question de l'apprentissage
l'apprentissage qui reste une voie d'excellence, quelles sont les conditions de réussite et comment faire pour mettre en place ce dispositif inclusif qui est l'apprentissage? Bonjour, merci beaucoup. Pour bien réussir son apprentissage, ça a été dit à travers le témoignage qui nous a été proposé. Je crois d'abord qu'il y a la question qui est de bien informer les jeunes et leurs familles au départ de l'action. Tout à fait. C'est un travail qu'on construit ensemble, l'Éducation nationale et le Conseil régional Bourgogne-Franche-Comté, puisque avec la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel, le Conseil régional a maintenant dans son portefeuille de compétences la compétence de travailler sur l'orientation des publics scolaires et universitaires en inscrivant son action en complémentarité de l'action de l'État. Ce que nous travaillons depuis bientôt maintenant 1 année et demie globalement avec les services du Conseil régional. Donc conformément à ce cadre de référence, pendant toute la scolarité du collégien ou du lycéen, nous organisons collectivement, région et État, des actions d'information sur les formations. C'est l'exemple qui a été donné à travers le jeune homme qui parle des entreprises qui sont mobilisées, qui viennent dans l'établissement scolaire. C'est un travail que conduisent les chefs d'établissement parce que préalablement, nous avons sourcé avec les collègues des services ad hoc du Conseil régional et les collègues des services ad hoc du ministère de l'Éducation nationale, donc du rectorat, des rectorats de Dijon et des rectorats de Besançon. Nous avons sourcé à travers les opérateurs de compétences, les OPCO, nous avons identifié les entreprises qui vont pouvoir se rendre dans les établissements scolaires pour répondre aux besoins des équipes des établissements qui sont remontés par les chefs d'établissement. Donc il y a vraiment ce travail qui est extrêmement important d'information sur les parcours d'orientation, sur les parcours de métier. Et bien évidemment, on a aussi tout un travail qui nous permet, à travers nos équipes, les équipes des conseillers principaux d'éducation, les équipes des enseignants, parmi lesquels les professeurs principaux, mais pas uniquement les professeurs principaux, et puis les psychologues de l'éducation nationale qui sont mobilisés pour transmettre de l'information à destination des jeunes. Alors la voie d'excellence dont on parle aujourd'hui, qui est celle de l'apprentissage, bien évidemment fait partie intégrante et ces lettres de noblesse dans ces informations que nous transmettons à destination des jeunes et à destination de leur famille. Un deuxième axe pour bien réussir son apprentissage, c'est la qualité du suivi pédagogique. Alors on parle de la formation du tuteur, bien évidemment. On accompagne les acteurs des entreprises à pouvoir exercer leur rôle de tuteur. On est capable de proposer à destination des entreprises des temps de formation spécifiques. Mais on a un outil extrêmement important dans le parcours de l'apprenti, qui est le livret de suivi de l'apprentissage. Alors c'est un élément pour lequel, avec les collègues qui dirigent des CFA, on a une attention toute particulière, parce que c'est un document, c'est un outil qui nous permet de faire le lien entre 3 instances qui sont concernées par le bon déroulement de l'apprentissage. Ces 3 instances, l'apprenti, bien évidemment, le centre de formation de l'apprenti, et puis l'entreprise. Qu'est-ce qu'on y retrouve d'extrêmement important? Je dirais 4 choses essentielles à mes yeux. D'abord, se dire que c'est une source d'information permanente, c'est-à-dire que les informations pratiques concernant les droits, les devoirs de l'apprenti, parce que n'oublions pas, hein, le contrat d'apprentissage, c'est un contrat de travail. Tout à fait. Ça veut donc dire qu'il y a aussi de la part des centres de formation par apprentissage le fait d'éveiller la conscience du jeune qu'il devient un salarié. Donc il a certes des droits, mais il a aussi des obligations qui sont celles d'un salarié. Donc c'est important de bien éveiller la conscience du jeune par rapport à ça. Et on y retrouve l'organisation de l'alternance des enseignements et puis la liste des formateurs. C'est une mémoire vive pour l'apprenti, mais aussi pour son employeur, pour l'entreprise, pour les enseignants et pour le tuteur. Parce que dans ce document, on va tracer toute la progression des enseignements, toute la progression des situations de travail, l'évaluation qui en est faite, les résultats qui sont obtenus, les marges de progrès qui sont encore possibles. Et ce document fait des allers-retours, c'est un lien entre ces différents espaces de formation, puisque c'est un contrat de travail avec un engagement réciproque de construire des compétences sur un temps délimité qui permettent d'amener le jeune à devenir un professionnel et à se former et à valider un diplôme ou un titre professionnel. C'est un outil de dialogue, puisqu'il va permettre de présenter un contrat pédagogique, un contrat d'engagement moral qui est conclu entre le jeune et les différentes instances. Et puis, c'est également le lieu où en fait l'ensemble des partenaires se rencontrent par des échanges qui sont des échanges réguliers, filés, tracés, dans lesquels on va retrouver ainsi l'engagement des parties prenantes. Donc c'est vraiment un outil très important qui permet, j'ai envie de vous dire, d'étayer, d'accompagner et de structurer le temps de contrat d'apprentissage
et la bonne entrée dans le métier du jeune qui est ainsi accompagné. Et il y a une co-construction du parcours, en fait. Oui, complètement. Il y a une co-construction du parcours. D'ailleurs, les temps qui sont intéressants, c'est ces temps d'échange entre les différents acteurs qui permettent aussi aux acteurs de se professionnaliser eux-mêmes sur comment on apprend à apprendre à un apprenti. C'est pas la même chose d'apprendre à apprendre à un apprenti que d'apprendre à apprendre à un jeune qui est présent 30 heures par semaine dans son établissement scolaire, si on parle d'un établissement. C'est une vraie compétence d'ailleurs d'un point de vue transverse, apprendre et apprendre, comme en entreprise, en management, le faire. Le rôle du manager, c'est pas de faire, c'est de faire faire. Exactement, voilà. Je rejoins ce point de vue. Et d'ailleurs, les collègues des corps d'inspection, que ce soit les inspecteurs, les IAIPR, les IEN pour la partie enseignement professionnel en lycée professionnel, construisent des temps de formation à travers les plans de formation dédiés aux personnels qui sont mobilisés sur l'encadrement des publics en apprentissage, sur comment apprendre à un apprenti. Ce qui conduit les structures à développer des ingénieries pédagogiques et des ingénieries de formation qui répondent à ces exigences-là. Et le bon développement, c'est un développement qui se fait aussi dans une logique de co-construction avec les entreprises. Qu'en est-il des jeunes qui sont en situation d'handicap et comment fait-on pour faciliter l'apprentissage et l'alternance pour les jeunes en situation de handicap? Merci beaucoup et bonjour à tous déjà. Alors effectivement, pour nous aussi, en fait, pour la GFIP, qui est l'association de gestion du fonds pour l'insertion des personnes handicapées, qui est née de la loi de 87, qui a instauré une obligation d'emploi de 6% de personnes handicapées dans les entreprises de plus de 20 salariés. Nous, notre mission, c'est bien effectivement l'insertion et le maintien en emploi. Et la priorité l'apprentissage et l'alternance plus globalement est une priorité de la GFIP depuis de nombreuses années. Donc c'est véritablement quelque chose qui nous paraît très important puisque c'est, comme vous le disiez tout à l'heure, une voie d'excellence pour l'insertion durable. Alors dans cette période de crise, en fait, ce qu'on a essayé de faire effectivement, et le conseil d'administration de la GFIP a essayé d'être très réactif et de mettre en place très rapidement des aides exceptionnelles pour amortir un peu cette histoire de crise sanitaire et la crise économique qui en découle, et notamment pour les apprentis. Alors, dès le mois d'avril, en fait, on a mis en place des aides qui permettent justement le triptyque dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire la situation en formation, en CFA, la situation en emploi également. Donc, dès le mois d'avril, nous avons mis en place, par exemple, des aides pour les personnes et pour les personnes en situation de handicap qui, du fait de leur handicap, ne pouvaient plus prendre les transports en commun et se voyaient effectivement avoir à subir en fait, des surcoûts liés au déplacement. Ça. Nous avons mis en place aussi une aide pour les équiper pour pouvoir poursuivre leur formation à distance. Et au niveau des employeurs, nous avons mis aussi en place très rapidement une aide pour mettre en place le télétravail. Donc pour équiper les salariés, dont les apprentis, pour qu'ils puissent continuer leur activité en télétravail. Comme c'est une priorité pour nous et qu'il nous semblait important effectivement que les jeunes, et notamment les jeunes, mais aussi les moins jeunes, ce qu'il faut savoir, c'est que pour les personnes en situation de handicap, en fait, il n'y a pas de limite d'âge pour l'apprentissage. D'accord. Donc ça, c'est une particularité. Et donc cet été, ce que nous avons fait, c'est que nous avons appelé tous les apprentis, tous les alternants en contrat de professionnalisation et leurs employeurs pour voir avec eux s'il y avait effectivement des problématiques, si on pouvait intervenir sur ces problématiques, lever des freins. Et à ce moment-là, on a pu verser des aides exceptionnelles de soutien à l'apprentissage ou de soutien à la professionnalisation aux employeurs à hauteur de 1 500 à 3 000 € en fonction de l'âge de l'alternant. Et vous avez eu des retours positifs de la part des employeurs? Oui, très positif. On a constaté finalement assez peu de ruptures, donc ce qui était ça c'est important à souligner. Voilà, vraiment une très bonne chose. Et également un bon retour des employeurs à qui on venait en fait leur demander si tout se passait bien. Et un bon retour aussi des personnes en situation de handicap qu'on interrogeait aussi sur comment ils vivaient cette période-là. Donc quelque chose effectivement d'assez positif. À partir du mois de septembre, et là véritablement en complémentarité du plan de relance mis en place par l'État, la GFIP a majoré ses aides à l'embauche
en contrat d'apprentissage et en contrat de professionnalisation. Et ces aides viennent en complément des aides de l'État, donc elles sont cumulables. Donc ça veut dire aujourd'hui que embaucher une personne en contrat d'apprentissage ou en contrat de professionnalisation, c'est vraiment, enfin en tout cas, l'embauche est véritablement aidée par les deux organismes que sont l'État et la GFIP. D'accord. Et vous mettez en place des actions de communication, de promotion pour que les grandes entreprises connaissent, parce qu'en général, il y a un référent handicap, mais je pense notamment aux petites entreprises. Et comment faites-vous pour leur permettre d'avoir accès à ces informations qui, pour moi, restent pertinentes en termes d'intégration des personnes en situation de handicap, et notamment les jeunes? Alors, on a beaucoup communiqué. Il y a actuellement une campagne de publicité que vous avez peut-être entendue de la part de la GFIP, et il faut savoir qu'en plus, cette semaine, c'est la semaine pour l'emploi des personnes handicapées. Donc en fait, il y a énormément d'événements qui se mènent toute cette semaine, et nous organisons par exemple au niveau de la délégation à Dijon, nous organisons des webinaires toute la semaine, des webinaires en direction des personnes, en direction des partenaires et en direction des entreprises. Et donc, nous avons en fait un fichier d'entreprise qui est assez important. Et donc, nous essayons de communiquer par tous les biais, aussi bien en direct qu'en passant effectivement par les organisations patronales et les organisations syndicales et bien évidemment les associations aussi. Et je salue d'ailleurs le travail des associations sur le terrain, en tout cas. Oui, tout à fait. On peut le saluer. Et ce qui était dit tout à l'heure, notamment dans le cadre de l'apprentissage, on est vraiment sur des actions de co-construction. On a vraiment des partenariats aussi bien interinstitutionnels avec l'État, le Conseil régional et aussi le FIP. Et on a mis en place des actions, notamment pour prendre les jeunes qui sortent directement de l'éducation nationale, mais qui sortent très tôt, et on essaye de les prendre dans les 6 mois de leur sortie, qui n'ont pas de solution. On essaye effectivement de les amener, vers la reconnaissance travailleurs handicapés, parce que très souvent c'est là la difficulté, et de leur trouver un contrat. Donc ça, c'est ce qu'on appelle effectivement une prestation d'accompagnement vers l'alternance qui est en place en Bourgogne-Franche-Comté. Et puis, nous avons une offre particulière aussi pour accompagner sur des handicaps particuliers. Et là, nous la partageons effectivement avec le FIP. Et puis, je crois qu'il faut qu'on parle là de l'action partenariale que nous avons mis en place, aussi bien avec le Conseil régional qu'avec l'État, qui s'appelle la ressource handicap formation, et qui vise justement dans ce triptyque de la personne handicapée, du centre de formation et de l'employeur, de trouver les solutions de compensation qui vont bien, mais de les trouver en les co-construisant. C'est-à-dire que c'est comme ça aussi qu'on fait en sorte, en fait, que aussi bien les employeurs que les organismes de formation se professionnalisent par rapport à l'accueil des personnes en situation de handicap. Merci. Je me tourne vers Monsieur Goertz. Bonjour, soyez le bienvenu parmi nous. Et j'ai envie de vous poser la question suivante. On incite les employeurs privés à recruter des personnes en situation de handicap, en apprentissage, en alternance. Et qu'en est-il de l'État qui doit donner l'exemple, en tout cas? Comment faites-vous pour inciter les employeurs publics à recruter des personnes, des jeunes, en situation de handicap et en apprentissage? Alors en fait oui, donc le Fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique a depuis longtemps, en fait, depuis plusieurs années, encouragé le recours à l'apprentissage dans la fonction publique. C'est déjà un axe en fait qui était orienté dans la fonction publique du recours à l'apprentissage en général. Et en fait, c'est un levier très important en fait, de réussite de l'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap. Comme Anne-Marie le rappelait, en plus, il n'y a pas de condition d'âge qui est souvent ignorée par les employeurs. Et effectivement, pour encourager, il y a d'abord effectivement des aides économiques, des aides financières directes aux employeurs qui sont assurées par le FIPHFP. Depuis de nombreuses années, on assure en fait la prise en charge de 80% de la rémunération du coût chargé de l'apprenti. On peut prendre également aussi en charge des coûts de temps passé par le tuteur. On a aussi une aide directe en fait pour l'apprenti intermédié par l'employeur public de 1 525 € pour l'aide à l'équipement de l'apprenti. Donc on essaie de donner les meilleures chances possibles en fait pour l'accueil en fait d'une personne en situation de handicap via l'apprentissage. Et puis ce levier aussi, comme vous le rappelez, effectivement, il faut que l'État soit exemplaire, et c'est ce qui était rappelé à la semaine pour l'emploi pour les personnes handicapées, c'est effectivement l'État doit aussi prendre cet enjeu. Et donc on a un objectif national en fait d'apprentis en situation de handicap parmi les apprentis accueillis dans la fonction publique
qui est en fait une cible de 6%. Il faut savoir en fait qu'on atteint jusqu'à les dernières, on a atteint 5%, ce qui donc du coup, voilà, déjà on a déjà une bonne expérience en fait de l'accueil d'apprentis en situation de handicap dans la fonction publique. Et donc le FIPHFP essaie justement d'apporter un levier supplémentaire. Alors on a, comme pour la GFIP, en fait, on a des dispositifs conventionnels avec des employeurs publics, nous, de notre côté, où on insère en fait des objectifs de recrutement d'apprentis dans le dispositif conventionnel, qui donc c'est un apport financier renforcé et donc une contrepartie de recrutement. Donc les grands ministères, la plupart des grands ministères sont conventionnés avec le FIPHFP, la région Bourgogne-Franche-Comté également. Voilà, les départements de la région, pour l'essentiel d'entre eux, sont également conventionnés. Donc ça, ce sont de grands employeurs. Et puis aussi, on a des partenariats privilégiés avec les centres de gestion de la fonction publique territoriale. Donc ça, la fonction publique territoriale est plutôt exemplaire en fait en termes de recrutement de personnes en situation de handicap. Et donc du coup, au travers des centres de gestion avec qui on a des partenariats, on essaie d'appuyer les plus petits employeurs de la fonction publique qui sont affiliés au centre de gestion.